C'est l'heure du choix. Oui, dans 5 jours, nous allons choisir un président ou une présidente de la République. Qui pour diriger notre nation et quel avenir pour nous tous? Donc nous avons choisi sur RMC et BFM TV de recevoir les 2 candidats qui ont accepté notre invitation. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour. Vous êtes là 8h30, 9h, 9h, 9h30 pour répondre à toutes mes questions et aux questions que les auditeurs d'RMC m'ont envoyées par mail. Et Marine Le Pen sera là, évidemment, jeudi matin, 8h30, 9h30 sur le même temps d'antenne. Nous allons commencer avec l'actualité. Emmanuel Macron, manifestation hier à Paris. 6 policiers ont été blessés par des militants d'extrême gauche en marge du défilé des militants de la CGT et d'autres syndicats. Alors, que faites-vous contre ceux qu'on appelle les Black Blocs ou tous ces militants d'extrême gauche violents, cherchant l'affrontement? Que faites-vous contre ces militants-là, ces ultra-violents? Vous l'avez dit, d'abord, plusieurs policiers ont été blessés. Je veux avoir une pensée pour eux. Et l'un en particulier, très grièvement brûlé. Oui. Avec des images terribles. Des images terribles. Terribles. Bon. Là-dessus, il est évident que d'une part, il faut recenser tous ces militants activistes connus qu'il ne faut pas lâcher, avec un processus de surveillance et en amont de toutes ces manifestations, une surveillance renforcée. La deuxième chose, c'est l'équipement de la police. Parce que la surveillance, c'est une chose, le fichage, et on le sait, ça ne concerne pas que ces militants-là, mais dans ces circonstances-là, on a aujourd'hui un investissement sur les équipements de la police à faire. Et ça fait partie du projet que je porte. Il y a aujourd'hui des équipements ignifugés, des éléments de protection dont nos policiers ont besoin, dont nos CRS en particulier. Mais il n'y a pas que les CRS qui sont concernés, même si c'est eux qui ont été frappés hier, sur lesquels je veux que notre police soit au niveau. Mieux équipée? Mais mieux équipée, car mieux protégée. Parce qu'un policier qui est mal équipé, c'est un policier qui peut avoir les brûlures qu'on a connues hier. Donc il y a ça, il y a évidemment être intraitable sur les poursuites, et je pense que la politique pénale qu'on doit avoir en la matière, et là-dessus on peut tout à fait le faire, et je le ferai, c'est-à-dire avoir une instruction pénale générale, mais pour dire que toute agression contre les forces de l'ordre doit être réprimée avec la plus grande sévérité. Il faut être intraitable en la matière. Parce qu'on s'attaque à des hommes et des femmes qui nous protègent au quotidien, qui portent un symbole de la République. Et on est en train d'habituer les gens à ces violences. Donc, bien. Moi je veux casser ce cycle infernal. Bien, manifestation syndicale hier en France un peu partout. J'ai entendu ce qui se disait dans les cortèges. Je vais vous lire. Vous avez entendu aussi, j'imagine. Je me suis interrogé pour le second tour, mais bon, je vais aller quand même voter. Nous voterons Macron, mais nous ne ferons jamais la morale aux autres. Je ne voterai ni pour l'une, ni pour l'autre. On pourra toujours lutter contre lui dans le cadre de la démocratie. Elle, on n'en sait rien. Donc il y a beaucoup d'électrices et d'électeurs qui iront voter dimanche pour vous, mais sans aucune illusion. Que leur dites-vous ce matin? D'abord, qu'on se remette tous et toutes collectivement les idées dans le bon ordre. C'est un processus démocratique. Bon, c'est toujours ainsi. Il y a plusieurs candidats au premier tour, ce sont les 2 premiers qui vont au second tour, et les gens se positionnent. On va pas redécouvrir ce qu'est la démocratie, ça a toujours existé ainsi. Il y a des gens aujourd'hui qui sont un peu étonnants, qu'ils soient dirigeants politiques ou autres, qui considèrent que la démocratie c'est formidable quand on gagne. Et qui disent, je ne me satisfais pas. Il faut, au deuxième tour, choisir. Bon, c'est ainsi, ça a toujours été. Donc choisir. Non mais bien évidemment, il y a 2 candidats. C'est-à-dire ne pas voter blanc. Ce sont les 2 premiers. Si on décide de voter blanc, on fait le jeu d'un système qui mécaniquement favorisera celui qui a intérêt à ce qu'il y ait peu de participation. Jean-Luc Mélenchon commet une faute en n'appelant pas à voter Emmanuel Macron? J'ai tout dit sur ce sujet, je me suis surtout adressé à celles et ceux qui ont voté pour lui. Bon. Et je leur ai expliqué que d'une part, moi, et j'entends donc toutes les voix que vous évoquiez, moi je porte un projet. Il est cohérent, je pense qu'il est de nature à répondre aux difficultés du pays et à refonder l'Europe. Bon. Ce projet, il a été mis en tête par nos concitoyens au premier tour, avec 24%. Ce qui est un score supérieur, par exemple, à celui que faisait Jacques Chirac en 2002, quand il était opposé à Monsieur Le Pen. En comparaison des inscrits, votre score, il est pas terrible. Mais c'est franchement, c'est aujourd'hui. C'est le premier. Macron. Non mais oui, vous êtes en tête, d'accord, mais non mais d'accord. Petitement en tête. Mais c'est la règle démocratique. Oui. Bon. Donc, je ne vais pas modifier mon projet pour aller convaincre des gens qui n'ont pas voté pour moi au premier tour. Pourquoi? Parce que je trahirais les électeurs
qui ont voté pour moi et qui ont été les plus nombreux, d'une part, et d'autre part parce que je ne serai pas cohérent avec moi-même et les défis du pays, c'est-à-dire que je n'apporterai pas une réponse efficace. C'est pour ça que vous dites à Jean-Luc Mélenchon, je ne toucherai pas la loi travail. Je lui dis en effet, je ne vais pas changer les choses pour essayer d'avoir le soutien ou pas, ça n'est pas cohérent et efficace. Par contre, je prends acte, comme pour tout second tour, et plus encore compte tenu de l'état du pays aujourd'hui, qu'on sent divisé, nerveux, en colère. Je prends acte du fait que, en effet, il y a des centaines de milliers, peut-être des millions de nos concitoyens qui vont voter pour moi, non seulement, comme classiquement dans un second tour, comme un second choix, mais surtout qu'ils le feront pour préserver le cadre démocratique et républicain, c'est-à-dire le cadre de nos désaccords. Je l'ai dit hier. Je l'ai dit en effet, il y a une part du combat que je porte aujourd'hui qui dépasse mon propre combat et qui est un combat face à Marine Le Pen pour que demain, les désaccords puissent démocratiquement se constituer. Là où je pense que ce que propose Madame Le Pen est quelque chose qui menace le cadre démocratique, et on le voit par la violence qu'elle porte, la brutalité de ses propos, je vais y revenir. etc. Mais je lis aussi... Indépendamment de ça, je voulais simplement vous dire que moi j'ai entendu 2 messages dimanche dernier. Le premier, c'est celui qui croit dans l'espoir, l'optimisme, qui veut des réformes ambitieuses et qui croit dans ce projet qui à la fois libère et protège. C'est celui que je porte qui nous a placés en tête. Mais il y a un deuxième message. C'est un message de colère. Quand je regarde les votes, et puis je vais dans le pays au contact, il y a une incompréhension à l'égard du cours des choses, à l'égard d'une Europe qui ne protège plus, à l'égard d'une mondialisation qui fait trop de perdants. Et d'une politique conduite depuis tant d'années et qui n'est pas efficace. Qui a laissé sur le bord de la route, mais parce qu'elle n'est pas nombre efficace de nos compatriotes. Et donc, cette colère-là, je l'entends, c'est pour ça que je l'ai dit, les réformes que je les ferai en prenant en considération cette part des inquiets, des perdants, de ceux qui aujourd'hui n'y retrouvent pas leur compte. Et je ne veux pas un projet qui accroît leur fragilisation. Au contraire, on pourra y revenir dans le détail sur les premières mesures européennes ou économiques que je veux mettre en œuvre. Mais je veux aussi qu'on comprenne que on a besoin d'avoir une politique efficace pour répondre à ces difficultés. Parce que ce qui a nourri le Front National, ce qui nourrit cette colère qu'exploite le Front National sans y apporter aucune réponse réelle, c'est l'inefficacité de nos politiques publiques. C'est l'inefficacité de la lutte contre le chômage. C'est l'inefficacité d'une vraie politique éducative. C'est tout cela mis bout à bout. Donc la meilleure des réponses, c'est de procéder au vrai changement pour changer la vie des gens. Bien, Emmanuel Macron. Emmanuel Todd a dit « Il n'y a pas de hiérarchie dans l'inacceptable entre Le Pen et Macron, entre la xénophobie et la soumission aux banques. » Il y a des gens qui perdent leurs repères dans ces périodes. C'est classique. Il fait partie de ces gens-là. Je suis triste pour lui parce que j'ai beaucoup lu Monsieur Todd et il m'a beaucoup appris. Je ne suis pas soumis aux banques. Si j'étais soumis aux banques, j'aurais continué à travailler pour elles. Si j'étais soumis aux banques, je n'aurais pas, en tant que ministre, porté une loi qui a cassé le monopole bancaire, en permettant le prêt entre les entreprises, en permettant de développer d'autres formes de financement de l'économie hors des banques. Si j'étais soumis aux banques, je n'aurais pas constamment, comme ministre, essayé de développer tout ce qui permet de financer les PME ou les TPE, qui en ont tant besoin. Si j'étais soumis aux banques, je ne porterais pas un projet qui est aussi celui des classes moyennes et des classes populaires. Donc ces insultes à tout va, qui, de l'extrême gauche à l'extrême droite, m'ont sali depuis des mois. Je les regarderai droit dans les yeux, en leur disant que je n'ai aucune leçon à recevoir d'eux. C'est un assis. Oui. C'est un assis. Pas soumis aux banques, peut-être, sûrement, je ne sais pas, je ne vais pas porter de jugement, vous me le dites, mais des banques qui font des profits dans des paradis fiscaux, des banques françaises aussi qui font des profits dans les paradis fiscaux et qu'on laisse faire. Quel que soit le pouvoir, vous, au pouvoir, que faites-vous? Que décidez-vous? Sur l'évasion fiscale, qu'elle touche les banques que les banques. Ou d'autres établissements. Oui. Nous devons aller plus loin. Et les initiatives je dis ça parce que François Hollande faisait de cette lutte contre l'évasion fiscale, faisait de cette lutte contre la grande finance son leitmotiv. Rappelez-vous, vous l'avez suivi. Je me rappelle. Pour ça, peut-être. J'étais peut-être ce visage de la finance, comme veut le dire Madame Le Pen, tant et tant dénoncé. Faut jamais être caricatural, hein, parce que les banques, on les déteste jusqu'au jour où on a besoin d'elles pour se financer. Pour acheter sa voiture, son appartement ou autre. La finance, on peut lui cracher dessus. En attendant, à partir du mois d'octobre, on se finance en totalité sur les marchés. Donc, il faut dans ces cas-là que ceux qui dénoncent la finance et les banques aient la même rigueur pour ne pas dépendre d'eux.
juste une chose, n'insultons personne. Par contre, ayons une grande rigueur. La grande rigueur, ça veut dire que on ne peut plus avoir un système, en effet, où les accommodements, les arrangements avec la fiscalité ne sont pas les mêmes selon qu'on est petit ou grand. Bon. Oui. Et donc, pour lutter contre ça, moi j'irai au bout du travail commencé sur le secret bancaire au sein de l'Union européenne. Je veux ensuite que on harmonise, qu'on rapproche les taux de fiscalité entre les grands pays au sein de la zone euro. On ne peut pas avoir dans la zone euro une telle diversité justement d'impôts sur les sociétés. Troisième point, je veux qu'on revoie nos conventions fiscales avec les paradis fiscaux. La France en a encore quelques-uns qu'il faut revoir et mettre à plat, et surtout d'autres pays de l'Union européenne en ont encore que je veux mettre à plat. Parce que, je vais vous prendre un exemple, les géants de l'Internet, comment ils font? Ils viennent en France, ils font beaucoup de profits. Ils disent ça n'est pas un établissement stable. Là-dessus, on a diligenté des enquêtes pour dire si vous faites de l'activité, vous devez payer la TVA, l'impôt. Ils remontaient tout l'argent au pays, en Irlande pour payer un taux d'impôt sur les sociétés très bas. Et ensuite, tout ça passait aux Pays-Bas et une convention bilatérale entre les Pays-Bas et les paradis fiscaux. Ça doit se terminer parce que c'est un point de fuite. Parce qu'en plus, les États-Unis... Seule la France seule peut-elle mettre un terme à ces pratiques? La France, dans la zone euro, le peut et le doit. Parce que ce que je viens de décrire, qui touche tous les pays de la zone euro, ça mine la confiance dans le système, on le voit bien, les gens disent, ces gens-là, on le voit bien, sont tous des voyous, et ça mine ensuite la cohérence économique de notre projet. Et ça nourrit les extrémismes. Mais parce que vous ne pouvez pas avoir une petite et moyenne entreprise, ou une entreprise qui grossit, qui est dans le commerce numérique, ou dans un autre secteur, qui est en concurrence avec un de ces géants, qui, elle, va payer l'impôt sur les sociétés en France, la TVA en France, et qui a à se battre contre un géant qui opère dans le monde entier, et qui, lui, ne paiera pas la même fiscalité. Donc ça, c'est un projet qui est cohérent, faisable, et qui est au sommet de la liste des priorités pour moi en Europe. Et lorsque j'arriverai au premier Conseil européen, il y aura ces mesures très concrètes de lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Il y aura la mesure pour réviser la directive travailleurs détachés. Parce que... Alors, oui, parlons-en de cette directive travailleurs détachés. Quelles mesures prendrez-vous si vous êtes élu président de la République? D'abord, nous avons besoin du travail détaché en Europe. La France elle-même envoie des travailleurs détachés dans le reste de l'Europe. Donc je suis opposé au projet de Madame Le Pen qui consiste à le supprimer tout bonnement. Parce que ça n'est pas possible dans une Europe ouverte. Au demeurant, elle aurait mieux fait d'aller voter le jour où la France et quelques autres ont porté un durcissement des règles, ce qu'elle n'a pas fait comme d'habitude en tant que députée européenne. Mais sur le travail détaché, on doit aujourd'hui avoir des règles plus strictes qui fait que on ne peut pas avoir dans un même pays des gens qui, faisant le même travail, ne sont pas payés de la même façon. Stricte? Donc c'est celle-ci. Le constat est fait. Non, mais quelles règles? C'est deux choses. Un, renforcer les contrôles. Ministre, je l'ai porté, la carte d'identité dans le BTP, c'est moi qui l'ai fait voter comme ministre. Ça change beaucoup de choses et c'est en train de les changer. La deuxième chose qui n'est pas aujourd'hui appliquée et qui doit faire partie de la modification de la directive, c'est de limiter dans le temps l'utilisation du travail détaché. On ne peut pas embaucher des gens en travail détaché en permanence. Et la deuxième chose, c'est que dans un pays donné, on doit payer les gens pour la même tâche de la même façon. Et donc on ne peut plus avoir un système où pour un même travail où vous, salarié français, vous allez être payé 100, je pourrais embaucher un salarié venant de Pologne que je paye 40. Voilà. Bien. Marine Le Pen permet la libre circulation des travailleurs, mais avec des règles beaucoup plus claires qui vont pousser les uns et les autres à harmoniser, à se rapprocher progressivement des mêmes normes et des mêmes droits. Ça fait partie de ce que je veux mettre sur la table de l'Europe dès le début, dès le premier Conseil. La troisième chose, c'est la protection de notre industrie et de nos travailleurs, avec des vraies règles anti-dumping. Quand j'étais ministre, je me suis battu pour notre industrie, notre sidérurgie, face aux attaques de la Chine. Je veux qu'on augmente bien plus massivement les droits anti-dumping qu'on peut mettre face aux attaques extérieures. Aujourd'hui, on reste autour de 100-120% de taxes qu'on met sur des produits importés quand il y a du dumping. Donc on augmente les taxes sur les produits importés quand il y a... Hors de l'Europe. Quand ces taxes ne respectent pas le droit commercial. C'est-à-dire que les gens les vendent à perte. Ce qu'ont par exemple à un moment fait les Chinois ou les Indiens, ils avaient trop d'acier, ils ont dit très bien, on le vend en dessous du cours, à perte pour l'écouler sur l'Europe. Vous augmentez ces taxes anti-dumping. Et dernier point qui est très important, c'est que nous pouvons le faire, et je veux le faire, les marchés publics européens doivent être pour au moins 50% réservés aux entreprises comme aux États-Unis européennes. Nous pouvons le faire comme aux États-Unis. L'Europe, elle ne doit pas différencier entre les pays, c'est notre projet, et il faut être cohérent, mais l'Europe ne doit pas être ouverte à tout vent,
quand d'autres pays décident de défendre leur industrie. Bien, Emmanuel Macron, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, est-ce que vous pensez que nos libertés seront en danger? Je le pense très profondément. Quelle liberté? Je pense que votre liberté, vous, journaliste, puisque je vois sa pratique aujourd'hui comme candidate, je vois le projet qui a été ébruité d'un ordre des journalistes, qui est une pratique intéressante que je vous recommande, mais moi, depuis l'Italie des années 30, j'avais pas vraiment croisé ça. Ensuite, je regarde la violence à l'égard des opposants politiques et les pratiques classiques de ce parti, et je regarde ce que sont la liberté des femmes. On a une grande ambiguïté du projet Front National sur l'IVG. On a tout entendu, comme d'habitude. Mais j'ai entendu des dirigeants de premier plan vouloir revenir sur l'IVG. Ce sont des libertés en moins. J'ai entendu des propos indignes à l'égard des couples de même sexe. Que se passera-t-il? J'ai entendu sur chacune de ces libertés des propos de remise en cause profonde. Et le cadre démocratique... Nous sommes dans une période équivalente à celle des années 30. Je pense que, vous le pensez, déjà dit plusieurs fois, je pense que nous sommes dans une période, j'écoutais d'ailleurs tout à l'heure, Monsieur Chouraki, Monsieur Chouraki, sur RMC, qui expliquait la montée de cet indice qui marque la fragilité des sociétés. Moi, je suis inquiet, bien sûr. Quand je regarde les régimes politiques, amis ou proches de Madame Le Pen, ceux de Monsieur Orban, de Monsieur Kaczynski ou de Monsieur Poutine, ça n'est pas ce qui me fascine le plus. Ce sont des régimes politiques qui ne respectent pas les libertés individuelles et les libertés politiques. Donc, oui, la France est à un point de bascule. Et les deux projets que nous portons sont profondément antinomiques entre un projet de fermeture, un projet de patriotique, celui que je détiens, mais elle menace le cadre politique très profondément. C'est pour ça, entre autres, que je me bats contre elle. Elle menace la démocratie. Toujours faire attention aux mots qu'on utilise. Oui, mais je vous pose la question. Je pense qu'aujourd'hui, le projet du Front National et ses pratiques fragilisent le contenu démocratique de notre pays. Oui, et donc moi j'entends aussi nous sommes Emmanuel à un Macron. point de bascule. Mais je vous le dis en même temps. Je me bats avec la plus grande force contre Madame Le Pen, ses pratiques, son obscénité, quand je l'écoute encore hier, et le fonctionnement du parti Front National. Mais il est là, au deuxième tour. Exactement. Et il là. y a une colère. Et vous l'entendez comme moi. Il y a vous entendez une ces colère. Français dire Mais Marine Le Pen au pouvoir. C'est ce que dit toute la classe politique. Marine Le Pen au pouvoir, ce serait une catastrophe. Mais Monsieur Bourdin, mais vous m'interrogez. Vous savez je vous ce que réponds disent sur les Français. libertés. Mais essayons-là. Voilà ce que disent les Français. Voilà ce qu'ils nous disent. Mais essayons-là et nous verrons. C'est pour ça que mon combat, c'est plutôt de les convaincre de m'essayer moi, si vous me le permettez, parce que je ne suis pas dans la partie depuis 20 ans. Et je pense que j'ai d'autres valeurs, d'autres pratiques et d'autres principes. Mais je l'entends, cette colère. C'est ce que je vous disais. Et je l'ai d'ailleurs dit hier. Moi, je ne jugerai jamais quelqu'un qui vote pour le Front National. Et vous ne m'avez d'ailleurs jamais entendu, même pendant les municipales ou les régionales, avoir un propos moralisateur. Parce que les gens n'en peuvent plus. Et d'ailleurs, parce que les gens qui finissent par se tourner vers le Front National, il suffit qu'un dirigeant politique leur fasse la morale pour qu'ils disent très bien. Si c'est comme ça, on va y aller encore avec plus grand plaisir. Donc, moi, je ne juge pas les gens. Mais mon devoir, c'est de porter un projet face au Front National et de dire il y a un autre projet pour que la France réussisse, pour relever nos défis. Et non pas avoir l'esprit de défaite. Parce que ce qu'il y a derrière le Front National, c'est l'esprit de défaite. C'est de dire la France est foutue dans l'Europe et dans le monde, donc moi ce que je vais vous proposer, c'est d'en sortir. C'est qu'on va fermer nos frontières, on va se protéger. Ça ne tient pas une seule seconde. Moi je suis dans la démonstration du fait que son projet sur l'Europe, sur l'euro, sur l'économie, c'est un projet qui appauvrit. C'est un projet pour toutes les Françaises et tous les Français qui travaillent aujourd'hui. Abîmera leur épargne, fait qu'ils gagneront moins, baissera la réalité de leur pouvoir d'achat et menacera leur emploi. Parce que nous sommes dans le monde. Mais je me dois aussi d'éclairer les consciences sur le risque politique. Je l'éclaire, je ne fais pas la morale. C'est très différent. Mais le projet que je porte, ce que je veux faire demain si je suis élu, c'est le cœur de la réponse que j'oppose au Front National. C'est pourquoi je veux changer l'école, le marché du travail, le pouvoir d'achat. On va revenir sur des questions concrètes. Si on n'est pas vraiment efficace, on ne répondra jamais tant de Français à cette colère. Disent aussi, mais on est chez nous, la France aux Français, l'islam hors d'Europe. Vous l'entendez ça, parmi les militants du Front National et parmi les sympathisants, ceux qui votent pour Madame Le Pen, pour Marine Le Pen, qui vous demandent de rejeter le soutien de l'UOIF. Vous le faites? Vous le rejetez? La France aux Français, les musulmans hors de France et d'Europe, ça c'est intolérable. Je peux entendre toutes les colères,
Mais là, pardon de vous le dire, ça non. Ça non. Ça n'est pas une colère qui se justifie ou s'explique. Parce que nous avons plusieurs millions, plus de 4 millions, de Françaises et Français qui sont de confession musulmane. Mais je ne vais pas choisir entre les religions. Personne n'a à choisir entre les religions. Moi, je veux que les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans puissent, dans notre pays, avoir la possibilité de croire, d'exercer librement leur religion, en respectant les règles de la République. C'est cela le cadre que je défendrai. Donc je ne céderai jamais au diktat du Front National qui consiste à montrer du doigt plusieurs religions, parce qu'il n'y a pas que l'islam. Ensuite, il y a des femmes et des hommes qui, utilisant une religion, sont dans des pratiques communautaires, sont dans des pratiques qui ne respectent plus les lois de la République. Là-dessus, je suis très clair, c'est dans mon programme. Je démantèlerai toutes les associations qui ne respectent pas les lois de la République ou appellent à ne pas les respecter. Ça, c'est le cadre intraitable, intangible de l'action que je mènerai. Et je mènerai une politique de tolérance zéro en termes de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Mais on peut être intraitable sur ces principes et refuser la guerre civile, refuser de diviser les Français entre les religions. Sur l'UOIF, je n'ai jamais rencontré les dirigeants de l'UOIF. Je ne les fréquente pas. Mais je ne vais pas interdire aujourd'hui l'UOIF, enfin ou demain si je suis élu, parce que il faudrait pour cela que j'ai des éléments qui vont dans le sens que j'ai indiqué. Si l'UOIF ou toute autre association appelle à ne pas respecter les lois de la République, je la ferai interdire. Bien. Aussi longtemps que l'UOIF est une association qui défend une religion, même sur des bases que je ne partage pas, si elle respecte les lois de la République, je n'ai pas à l'interdire. C'est cela le cadre de la démocratie. Bien. Emmanuel Macron, il est déjà 8h56. Nous allons aborder, après une petite pause, votre présidence. Si vous êtes élu, comment allez-vous présider? Avec qui? Quelles seront les nouvelles mesures, les premières mesures que vous prendrez? Puis vous répondrez à quelques questions d'auditeurs venus par Internet. Il est 8h56, à tout de suite.